Nous accueillons maintenant pour une intervention sur la mémoire d'Auschwitz depuis 1945 Annette Wieworka, que vous connaissez tous, auteur de très nombreux ouvrages, Déportation et génocide, sa thèse que j'évoquais tout à l'heure, mais également donc Auschwitz, la mémoire d'un lieu, qui avait paru donc en 2005 chez Robert Laffont sous le titre Auschwitz 60 ans après. Et elle, bon, je ne vais pas rappeler tous les ouvrages qu'elle a écrits, peut-être simplement le dernier, 1945, la libération, peut-être qu'elle va nous en dire la découverte. La découverte, 1945, la découverte, qui raconte donc l'histoire d'un parcours sur les traces de la libération des camps de concentration au printemps 1945. Voilà, donc je te donne tout de suite. Bon, merci. Alors, on va faire un peu comme dans les programmes de première, c'est-à-dire en désordre, sans respecter la chronologie. Puisque normalement, c'est Tal qui aurait dû parler de l'assassinat des Juifs à Birkenau, et que pour des raisons d'obligation, j'ai dû venir plus tôt que ce qui était prévu. Donc il faudra après que vous fassiez cet effort de me mettre après Tal. Tout à l'heure, Alban a dit très justement que cette date du 3 août 1944, choisie pour la commémoration du génocide des Tziganes, qu'on pourrait définir le génocide pour les Tziganes en reprenant ce qu'Henriette Asseo dit, il y a génocide quand on tue les gens en famille. Il a expliqué à quel point cette date n'était pas tellement bien choisie, puisque 3000 Tziganes étaient morts, assassinés, gazés, mais qu'il y avait plus de 17 ou 18 000 Tziganes qui avaient péri d'autres façons dans les camps d'Auschwitz. On peut dire que la date du 27 janvier n'est pas tellement mieux choisie que la date du 3 août. Je pense même qu'elle est encore moins bien choisie, parce que, comme l'a rappelé Alban tout à l'heure, quand les avant-gardes du 60e front ukrainien arrivent dans cette immense nébuleuse de camps que sont les camps d'Auschwitz, il n'y a pratiquement plus personne. Environ 7000 détenus, mais il faut bien voir que ces 7000 détenus sont peut-être plus d'ailleurs 7000, puisque certains sont morts ou en train de mourir, et qu'ils sont dispersés, quelques centaines à Monowitz, parmi eux Primo Levi, quelques centaines à Auschwitz I, et puis les autres dispersés dans les divers camps qui ont été installés à proximité des usines ou des fermes ou des mines, et qui constituent ce complexe concentrationnaire. Alors pour faire simple, on peut très bien donner quelques chiffres. Alors je reprends les deux chiffres qui ont été donnés par Alban tout à l'heure, 7000, probablement moins, qui sont trouvés sur place, dont certains auront des rôles très importants dans la construction de la mémoire. C'est Primo Levi, mais c'est aussi Otto Frank, le père de Margot et Anne, qui elles sont mortes probablement en mars 1945 à Bergen-Belsen. Alban a donné un deuxième chiffre, 65 000 environ de détenus évacués vers les camps du Reich par un froid polaire, dans ce qu'on a appelé à tort les marches de la mort, parce que toute une partie de ces marches de la mort se font en réalité en train, en wagon découvert. Ces marches sont elles aussi extrêmement meurtrières. Mais il a donné un autre chiffre, qui était le chiffre d'août
1944, qui est le moment où les effectifs atteignent leur point maximum dans les camps d'Auschwitz-Birkenau, août 1944. Et je n'ai pas assisté au début de sa conférence, il n'a peut-être pas donné, parce que ce n'était pas exactement son sujet, le nombre de ceux qui sont morts, dans leur immense majorité assassinés sans même être entrés dans le camp, c'est-à-dire 1,1 million environ, principalement, dans leur immense majorité, des juifs, femmes, enfants, hommes, assassinés dans les diverses installations de gazage que vous avez vues sur les plans. Donc, cette date du 27 janvier a été choisie, mais elle a été choisie relativement récemment. Ça a été d'abord une décision des 48 pays qui constituaient le Conseil de l'Europe en 2002 ou 2003. Pour le Conseil de l'Europe, c'était une journée de commémoration de l'Holocauste. Donc vous voyez que c'est le terme anglo-saxon qui s'est imposé dans les instances européennes, et des crimes contre l'humanité. Et puis l'ONU a repris cette date pour une journée qui, elle, est une journée de commémoration et de prévention du génocide. Cela veut dire que le 27 janvier, date de l'approche des troupes soviétiques à Auschwitz, est maintenant une journée internationale qui doit permettre la mémoire et la lutte contre les génocides. Ce n'est pas la date qui a été choisie auparavant pour commémorer. Auparavant, et vous le savez très bien, on commémorait, en France en tout cas, mais aussi dans l'ensemble des camps de concentration, donc à Auschwitz I, le dernier dimanche d'avril. Et vous savez très bien que c'est la date de la journée nationale de la déportation et d'un ensemble de mesures qui ont été prises à partir des années 50 en France par ce qu'il faut bien appeler un petit lobby qui s'appelait le Réseau du Souvenir. Je n'utilise pas du tout le terme de lobby de façon péjorative. Ça a été un groupe qui s'est rendu compte au début des années 50 que Hitler ne connaît pas. Donc c'est toujours plein depuis la fin de la guerre que Hitler ne connaît pas. Et qui a donc décidé de se battre pour que, vis-à-vis des scolaires, on garde le souvenir de ces événements. Ça a été d'abord la commande d'un film. Alors je ne sais pas si on le voit autant dans les classes qu'on le voyait quand j'étais jeune, qui est Nuit et brouillard, le court-métrage d'Alain Resnais, qui reste un immense film. Vous allez parler du cinéma cet après-midi, mais je vous conseille, si ces choses-là vous intéressent, de lire le livre de ma collègue Sylvie Lindeperg sur Nuit et brouillard. C'est ensuite la mise sur pied par une loi de la journée de la déportation, fixée donc au dernier dimanche d'avril. Et c'est enfin ce à quoi certains d'entre vous préparent leurs élèves, le concours national de la résistance, qui devient, des années après, concours national de la résistance et de la déportation, avec une sorte d'alternance, une année résistance, une année déportation. Alors, la mémoire d'Auschwitz, il faudrait d'abord que l'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par Auschwitz. Est-ce que c'est la mémoire de ce lieu, ou est-ce que c'est la mémoire d'Auschwitz en général, Auschwitz considéré comme une métonymie, pars pro toto, dirait le directeur du musée d'Auschwitz, Piotr Siwinski,
Auschwitz, utilisé pour désigner l'ensemble de la solution finale. Auschwitz, utilisé pour désigner l'ensemble des crimes de génocide. Auschwitz, utilisé comme symbole du mal dans l'histoire. Alors, moi, je vais rester, pour le moment, un peu centré autour de Auschwitz, le lieu lui-même. La libération d'Auschwitz ou l'ouverture des camps d'Auschwitz par les soviétiques, c'est exactement comme celle de l'ouverture des autres camps, des camps de l'Ouest, un non-événement militaire. Alban l'a rappelé tout à l'heure. Mais à la différence de l'ouverture des camps de l'Ouest, c'est un non-événement médiatique. J'utilise à dessein un terme anachronique. On ne parle pas d'événement médiatique à l'époque. Donc, si quelque chose n'est pas constitué comme événement, la chose n'existe pratiquement pas. Pourquoi est-ce un non-événement? Parce que les soviétiques, même s'ils ont pris à des dates diverses un certain nombre de films, même s'ils ont filmé aussi à Maïdanek, n'ont pas eu le souci de faire de la propagande ou de médiatiser cet événement. La chose a été très différente du côté des Américains et des Anglais. Les Américains arrivent le 5 avril 1945 dans un petit camp qui s'appelle le camp d'Ordroof. Les premiers qui entrent, ce sont des militaires ou des journalistes américains et les deux héros de mon dernier livre, Meyer Levin et le photographe de l'AFP, Eric Schwab. Et là, ils tombent sur un spectacle dont ils n'avaient pas l'imagination. Ce sont des corps en costume rayé, épars, à l'entrée du camp. Ce sont des charniers, ce sont des piles de corps en train d'être brûlés sur des rails, c'est-à-dire une sorte de crématoire de fortune qui ont été installés dans ce camp. Et c'est le sentiment d'entrer, ce sont les termes de Meyer Levin, dans le cœur maléfique, c'est-à-dire non seulement le cœur du mal, mais le cœur qui va continuer à diffuser le mal. Et très rapidement sont prises un certain nombre de décisions. Première décision, faire visiter le camp par les notables. Et le maire d'Ordroof va visiter le camp d'Ordroof. Et quand il rentre, le 7 avril, après cette visite, avec sa femme, ils se pendent. Il y a une vague de suicides en Allemagne qui précède celui d'Hitler, de Goebbels, une vague de dizaines de milliers de gens qui se suicident, et notamment des responsables nazis de tous les échelons. Et ils décident qu'ils vont faire connaître, alors aux notables, aux populations locales, mais aussi au monde entier, ce qui s'est passé. Et le 12 avril 1945, le jour de la mort de Franklin Delano Roosevelt, les généraux Eisenhower, Patton, Bradley arrivent en avion d'où ils étaient pour visiter le camp d'Ordroof.
Alors pensez bien que si on déplace 3 généraux comme cela, c'est pas pour eux tout seuls. Donc ils arrivent avec une myriade de journalistes, de caméramans, et ça va être cet immense moment de médiatisation des camps qui dure avril, mai, juin, et qui est un moment extrêmement important pour cette prise de conscience. C'est aussi un moment où vont s'imposer un certain nombre d'images, et ce que j'ai découvert, ce que j'ignorais avant d'écrire ce livre, c'est que la médiatisation n'a pas été de hasard, mais qu'à Buchenwald, deuxième camp où rentrent les Américains, il y a beaucoup de journalistes qui sont prisonniers, qui ont été déportés. Par exemple, un homme qui s'appelle Maurice Nègre, qui deviendra ensuite le directeur de l'AFP. Par exemple, un journaliste, vous êtes très jeune, donc ça vous dit peut-être rien, qui a été un des grands journalistes du journal Le Monde, qui s'appelle Rémi Roure, et que ces gens mettent immédiatement sur pied un bureau de presse, et que c'est ce bureau de presse qui fait visiter aux caméramans et aux journalistes. Et tout de suite, il ne va pas montrer la partie des camps de concentration qui est acceptable, des gens en relativement bonne santé, mais ils vont emmener les journalistes au lieu où l'on voit les instruments de torture, les fouets, au crématoire. Et c'est ces fameuses photos qu'on voit sans arrêt de la porte du crématoire qui s'ouvre avec des restes d'ossements. Et ils vont les emmener à Buchenwald, dans ce que l'on appelle le petit camp, qui est le camp dépotoir où sont arrivés notamment les convois de juifs évacués, qui est séparé du grand camp par des barbelés, qui reste séparé du grand camp par des barbelés après la libération, et où croupissent, dans l'état indescriptible que l'on voit sur les photos, ces gens. Donc ils vont imposer ces images, et ces images qui sont imposées sont les images qui vont rester, et qui vont rester aussi comme des images de la destruction des Juifs. Alban le rappelait pour Bergen-Belsen, alors que des images de la destruction des Juifs, il y en a très peu, voire pas du tout, parce que comment voulez-vous faire des images de ce moment très particulier qui est celui de l'assassinat. Alors pourtant, à Auschwitz même, tout de suite, un certain nombre de détenus, prisonniers politiques, c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes, polonais, décident de rester sur place. Et ils ont dans l'idée, dès le début, dès qu'ils sont internés, qu'il faudra faire connaître le martyrologe du peuple polonais et qu'il faudra faire à Auschwitz un musée. Et ce sont eux qui vont rester et habiter sur place. Moi je suis allé, puisque Alban racontait sa première visite, j'ai raconté ma première visite aussi. Moi je suis allé pour la première fois à Auschwitz en 1988. C'est une date importante pour la mémoire, pas seulement la mienne. 1988, la Pologne était encore communiste. Et ça a été le premier voyage organisé par l'Éducation nationale et par le Congrès juif mondial. À l'époque, j'étais professeur à Paris au lycée Voltaire, et le lycée Voltaire avait été choisi pour faire partie de ce premier voyage. C'est-à-dire 10 élèves du lycée, le lycée Voltaire avait le droit à 10 places. Donc on est parti, on a visité, on a commencé par Birkenau, ensuite on est allé à Auschwitz, ça a été un voyage important. Il y avait avec nous le spécialiste de la technologie de la crémation qui s'appelle Pressac. Il y avait avec nous Serge Klarsfeld,
Et il y avait avec nous une tapée de journalistes, dont Poirot Delpech, et il y avait avec nous un certain nombre de survivants, dont Ida Greenspan, que vous avez dû voir beaucoup ces derniers temps à la télé. Et Ida revenait pour la première fois à Birkenau. Et c'est là qu'elle s'est liée d'amitié avec Poirot Delpech et qu'ils ont écrit ensemble le livre. Quand nous avons quitté le camp Auschwitz I, les fameuses casernes en briques rouges qu'on a vues tout à l'heure avec l'inscription « Le travail rend libre », je me suis dit « je ne reviendrai plus jamais ». Je me suis retourné et j'ai vu du linge qui pendait aux fenêtres. Donc ça m'a fait un choc. Et j'ai dit à la guide « mais c'est quoi ?» Elle me dit « c'est le linge des gens qui habitent là ». Les gardiens du camp d'Auschwitz ont continué à habiter dans les casernes, dans ces fameux bâtiments, jusqu'au 27 janvier 2012, où le dernier d'entre eux, qui s'appelle Casimir Smolen, est mort. Vous remarquez quand même le sens de l'histoire, hein, mourir un 27 janvier. Hein, il faut quand même le faire. Et où il a été décidé que plus personne ne logerait dans ces casernes. Ce sont donc les détenus polonais qui installent le premier musée. Et tout de suite, le cœur de ce musée, ce sont ce que les détenus juifs ont laissé derrière eux. Qui est-ce qui a fait la visite des camps d'Auschwitz ici ? J'ai fait le petit sondage. Ah bon, je refais la même chose que... Bon. Quand vous allez à Auschwitz-Birkenau et que vous faites la visite de l'exposition permanente qui est à Auschwitz I, dans les bâtiments de la caserne, vous avez des vitrines. Ces vitrines qui comportent des prothèses, des vêtements, des châles de prière, des talettes, comme on dit en hébreu, des cheveux, des chaussures. Ce sont ce qui reste de la grande quantité d'objets divers que les détenus avaient apportés avec eux et qui étaient triés dans les 30 baraques qu'on voit très très bien sur la vue aérienne à proximité des crématoires chambres à gaz, enfin à droite sur la photo, que les détenus appelaient eux-mêmes le Canada. Donc ça, c'est immédiatement muséographié. Et ça reste le cœur de la muséographie du musée, avec des problèmes très particuliers de conservation. Parce que comment on fait pour conserver des cheveux? Comment on fait pour conserver des objets en bakélite, hein, l'ancêtre des plastiques? On ne sait pas comment faire. Donc toute une partie des efforts actuels de la direction du musée, ce sont des efforts pour préserver ces objets que l'on n'a pas l'habitude de préserver dans des musées. Donc ces prisonniers politiques aménagent les lieux, les nettoient. Pour vivre, ils élèvent des moutons à Birkenau, ils cultivent des pommes de terre. La Pologne, en 45, 46, 7, c'est un pays qui a été détruit et ravagé, et où il n'y a quasiment rien. Et ils obtiennent, en 1947, que Auschwitz-Birkenau devienne un musée d'État dépendant en tant que tel du ministère de la Culture. Ce mouvement de muséographie des lieux de la barbarie, c'est un mouvement nouveau à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En France, c'est ce qui s'est passé avec Oradour, quand il a été décidé qu'on garderait intact le village. Et ça pose, on y reviendra si on a un petit peu de temps dans la discussion, ça pose bien évidemment des problèmes très particuliers de conservation. C'est très cher de conserver les ruines et en gros on ne savait pas faire.
Et il y a des discussions à l'heure actuelle pour ne plus conserver la totalité du village d'Oradour. Donc, ce musée est établi et le périmètre en est choisi. Le périmètre comporte et Auschwitz I et Birkenau. Mais il laisse de côté Monowitz, qu'on vous a bien montré sur le plan, qui redevient très vite une usine chimique et qui est aujourd'hui encore une usine chimique. Il laisse de côté tous les commandos avoisinants. Alors je vais vous donner 3 exemples. Simone Veil a dû sa survie, raconte-t-elle, au fait qu'elle a été choisie pour aller travailler dans un très petit commando, une petite usine de la firme Siemens, qui est construite à quelques kilomètres d'Auschwitz. Donc l'usine a été construite par les détenus. L'usine a été construite pour qu'une main-d'œuvre détenue y travaille, avec à la fois des ateliers et des dortoirs, enfin un petit camp attenant. Si vous passez par Bobrek, et vous passez nécessairement par Bobrek quand vous allez à Auschwitz, eh bien sur le bord de la route, il y a l'usine, avec le plan exact. Elle n'a pas changé, et elle fonctionne toujours comme usine. Deuxième exemple, les mines. Javichowitz, Jaworzno, Janina Grube, toutes ces mines de charbon, parce qu'on est dans le bassin minier de Haute-Silésie, toutes ces mines de charbon fonctionnaient avant, ont fonctionné avec des détenus des camps après. On y a installé des petits camps, quelques baraques, et à l'heure actuelle, ces mines continuent de fonctionner. Dernier exemple, Rajsko. Alors, certains... Vous êtes tous des profs d'histoire ou... Ouais. Alors, peut-être que vous avez quand même lu les écrits d'une des grandes écrivaines de cette histoire, qui est Charlotte Delbo. Charlotte Delbo a eu la chance, entre guillemets, avec d'autres, d'être affectée dans un camp très particulier à Rajsko, quelques kilomètres aussi d'Auschwitz. Qu'est-ce qu'ont fait les femmes qui étaient affectées à Rajsko? Elles cultivaient des fruits, elles cultivaient des légumes, elles cultivaient des fleurs pour la garnison SS. Parce que je ne sais pas si au début Tal a expliqué qu'en fait, s'il a expliqué, pas Tal, Alban, pardon, a expliqué qu'en fait, on avait cette zone d'intérêt économique de la SS qui donne au camp d'Auschwitz un caractère très particulier, puisque on est dans une zone qui doit être une zone de colonisation allemande, nazie, à l'est. Que la ville d'Oswiecim devait devenir une ville nazie, et que de ce fait, il y a eu en permanence, que vous n'avez nulle part ailleurs dans les camps nazis, une garnison SS de 5, 6, 7 000 SS stationnés à Oswiecim. Or, ces gens-là, il faut les nourrir. Donc, les établissements, les fermes agricoles, piscicoles, sont là pour les nourrir. Rajsko, les détenus construisent des serres. Et puis, en plus, des expériences sur une plante censée donner du caoutchouc, parce que l'obsession nazie, ce sont les ersatz, qu'on appelle le coxagise. Donc, vous avez un certain nombre de femmes biologistes qui vont travailler. Les serres sont toujours là. Et il y a un horticulteur polonais qui cultive des fleurs dans les serres où Charlotte Delbo et ses compagnes ont travaillé. Donc vous voyez que
le périmètre qui a été conservé comme étant musée du camp n'est pas un périmètre qui comporte tout. Par exemple, l'Union de Verker, dont il reste le squelette, hein, la grande usine de munitions où beaucoup de femmes, par exemple Ida, dont je parlais tout à l'heure, ont travaillé. Le bâtiment est toujours là, mais il n'est pas dans le périmètre du musée. Quelle est l'idéologie de ce musée? C'est d'abord un musée patriotique polonais. On y exale la lutte des patriotes polonais. Et ce n'est bien évidemment pas faux, puisque, Alban vous l'a expliqué, ça a d'abord été un camp de concentration pour hommes polonais. Pendant 2 années, il n'y a eu à Auschwitz que des hommes et que des Polonais. Pour une partie d'entre eux, des résistants, pour une partie d'entre eux, des élites polonaises, car le nazisme, c'est la lutte des races, et les Polonais sont des Slaves, et ne sont pas donc destinés, comme les sous-hommes, à être éliminés brutalement et rapidement, mais ils sont destinés à être des esclaves au service de la race aryenne, et bien évidemment, je mets des guillemets à tout ça. Donc on y interne des prêtres, on y interne des médecins, on y interne des religieux, dont un qui va devenir célèbre et dont la mémoire est immédiatement conservée et qui est toujours aujourd'hui très conservé, qui est Maximilien Kolbe, qui a été béatifié. Ça veut dire que dans toutes les églises de France, et d'ailleurs, on célèbre un culte à Maximilien Kolbe. C'était un prêtre, un franciscain, qui avait donné sa vie pour sauver un père de famille polonais. La cellule de Maximilien Kolbe à Auschwitz I est constamment éclairée par des gigantesques cierges, et c'est le lieu, un des lieux où vont se recueillir les catholiques polonais. Et pour les années d'après-guerre, c'est presque un pléonasme de dire les catholiques polonais, car tous les Polonais, comment ? Même aujourd'hui, car tous les Polonais sont catholiques. L'autre lieu, qui est un lieu de célébration, de commémoration du martyrologe polonais, c'est le fameux mur qui s'appelle le mur de la mort, qui se trouve entre les blocs 10 et 11 à Auschwitz I. Et si vous y allez, par exemple, en novembre, ça peut vous arriver de faire le voyage en novembre, c'est-à-dire à proximité de la Toussaint, vous verrez qu'il y a des amas de fleurs et des tapis de bougies qui sont la façon dont les Polonais commémorent les morts. Sur ce fond de patriotisme polonais va se greffer à partir de 1947-1948 le communisme. Pour les communistes, sont morts à Auschwitz des antifascistes de toute nationalité. Alors c'est très intéressant. Les communistes n'utilisent jamais le terme de nazisme. Ils disent toujours fasciste, donc antifasciste, ou hitlérien, mais jamais nazi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de particularité pour eux du nazisme par rapport aux autres fascismes. La seule particularité, c'est d'avoir obéi à Hitler, d'où les hitlériens. Donc ce sont des antifascistes, des résistants au fascisme qui sont morts de toute nationalité. Et ce qui est installé à Auschwitz, quand le musée s'agrandit, c'est un musée de la lutte antifasciste. Cela se marque notamment en 1967, quand après beaucoup d'efforts, ils réussissent
à faire construire un monument dit monument international. Le monument international, il est construit au bout de la fameuse rampe qui rentre par le porche de Birkenau, où il n'y a aucune inscription. Quand les gens vous racontent dans les témoignages, je suis rentré à Birkenau, je suis passé sous la pancarte, le travail rend libre, c'est qu'il ne se rappelle plus, parce qu'il n'y a rien. Donc Tal va vous expliquer tout à l'heure probablement que cette voie ferrée qui suit ce qu'on appelle la Lagerstrasse, la grande rue du camp, qui sépare, on l'a vu tout à l'heure, le secteur B c'est Bauleitung, le premier secteur de construction, qui devient après le camp des femmes, là où il y a des baraques en dur, des autres secteurs qui ont été construits après. Donc cette voie ferrée est tirée pour l'arrivée des Hongrois. Et Tal vous dira qu'un juif sur 3 assassiné est un juif hongrois assassiné en 7 semaines entre mai et juillet 1944. Donc la voie ferrée arrive pratiquement au pied de 2 des grands complexes, chambres à gaz, crématoires, pour les Hongrois. Donc le choix a été de construire le monument international entre les 2 chambres à gaz crématoires et de faire un monument qui doit rendre hommage à tous les pays, soi-disant, qui ont eu des déportés. Le monument, vous allez le regarder très attentivement quand vous allez aller à Birkenau. Le monument, c'est un monument abstrait. On a l'impression un peu cubiste. Mais il devait y avoir au centre du monument un groupe. Hommes, femmes, enfants. Or, avant le dévoilement en 1967, les autorités politiques polonaises ont supprimé le groupe et à la place de ce groupe, ils ont installé 4 blocs de béton qui se joignent avec le petit carré des déportés politiques au centre. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'en laissant au pied des chambres à gaz un groupe hommes, femmes, enfants, ça ne pouvait désigner que les juifs assassinés en famille. Et à la rigueur, mais à l'époque, ce n'était pas tellement la mode de parler des tziganes ou les tziganes. Or ça, ils n'en voulaient pas. Les cérémonies de l'inauguration du monument en 1967 ont été des cérémonies assez ahurissantes. 67 en Pologne, c'est le début, c'est une des phases extrêmement antisémites de la Pologne. Tous les discours sont des discours qui stigmatisent les États-Unis pour leur intervention au Vietnam. Pas un mot n'est dit des Juifs. Et le président du comité international, qui est un Strasbourgeois, qui s'appelle Robert Weitz, qui est un grand médecin de Strasbourg, qui lui avait d'ailleurs été le médecin au Revire à l'infirmerie hôpital de Monowitz. Primo Levi en parle, mais il esquinte son nom, je crois qu'il met Weitz, W-E-I, alors que c'est Weitz, V-A-I-T-Z. Son discours n'est pas traduit. Il fait son discours en français, mais on ne le traduit pas. Et il démissionne du comité international après cet événement. Cela veut dire que même à Birkenau, il n'est pas question de l'assassinat des Juifs. Pourquoi les cérémonies se passent-elles à Birkenau? Pour une raison matérielle très simple. C'est qu'il y a de la place.
Auschwitz, c'est un lieu qui est très contraint. Si on ne savait pas ce qui s'y est passé, on ne voit pas beaucoup de différence avec les cités HBM qui ont été construites en France entre les deux guerres. Hein, c'est des bâtiments en briques, il n'y a pas beaucoup de place entre les bâtiments, enfin il y a de quoi passer. Mais vous n'avez pas de lieu où vous pouvez rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc les grandes cérémonies se sont toujours faites à Birkenau. Donc en 1967, c'est comme si il n'y avait pas de juifs à Birkenau. Et tout à l'heure, Alban a fait une allusion à l'exposition française. Il a été prévu que dans les blocs, tout pays qui aurait des déportés à Auschwitz aurait le droit de faire une exposition. Et effectivement, un certain nombre de pays font des expositions dans ces blocs. Vous avez donc une exposition belge, une exposition française, une exposition italienne, pavillon fermé depuis très longtemps, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour refaire une exposition pour les libérateurs soviétiques, bien évidemment. Plein d'expositions. Seulement, ces expositions nationales, elles obèrent le fait massif que les Juifs n'ont pas été déportés parce qu'ils étaient hongrois, parce qu'ils étaient français, parce qu'ils étaient italiens, parce qu'ils étaient tchécoslovaques. Hein, parce qu'après, il y a eu le problème qu'il a fallu diviser les pavillons quand on a la Tchéquie et la Slovaquie. Bon. Mais qu'ils ont été déportés uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et bien souvent privés de leur nationalité avant la déportation. Et ces expositions nationales existent toujours. Elles sont le fruit de coopération entre le musée d'État et le pays. Alors l'exposition française, elle s'est trouvée... c'est une exposition qui a été faite sous Giscard d'Estaing, dans le cadre d'un grand traité polono-français, qui a prévu aussi un monument aux combattants polonais en France, hein, plusieurs choses. Et elle a été mise sur pied au sein du ministère des Anciens Combattants. Alors, je serais un peu moins négatif qu'Alban parce que l'exposition a été faite par quelqu'un qui était très très jeune à l'époque, qui était un jeune agrégé d'histoire, qui a monté aussi le musée de Besançon. Donc à Dijon, vous devez de temps en temps aller voir le musée de la Résistance et de la Déportation, et qui s'appelle François Marcot. Peut-être que vous le connaissez, certains d'entre vous le connaissent. Il était jeune, maintenant il est à la retraite. Et il y a une sorte de compromis, mais qui était aussi un compromis avec le musée, qui fait que l'accent a été mis sur les résistants déportés à Auschwitz. Avec cette particularité française que vous avez eu 3 convois qui n'étaient pas des convois de juifs déportés à Auschwitz pour des raisons qui n'ont jamais été éclaircies. Le premier, c'est le convoi dit des 45 000, qui a été probablement un convoi de répression, très largement des gens qui venaient de la région de Caen, en Normandie. Un deuxième convoi d'hommes, c'est un convoi d'hommes, un deuxième convoi d'hommes dit convoi des tatoués, et c'est déjà très intéressant qu'on l'appelle le convoi des tatoués. Il n'y a que dans les camps d'Auschwitz, pas ailleurs, que l'on a tatoué le numéro. Donc pourquoi s'appelle-t-il le convoi des tatoués, alors que tous les convois de gens à Auschwitz ont été tatoués, que tous les gens entrant dans le camp ont été tatoués, que tous les survivants, s'ils n'ont pas fait effacer leur numéro, ont leur numéro. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas resté à Auschwitz, il est resté 3 semaines seulement, le temps d'être tatoué,
et qu'ensuite ils ont été envoyés à Buchenwald. Donc ça les distingue des autres déportés résistants qui ne sont pas, eux, tatoués. C'est un convoi qui est assez célèbre parce qu'il y avait dedans Marcel Paul qui sera ministre communiste à la Libération et d'autres personnes qui ont eu qui étaient connues, qui ne le sont plus aujourd'hui mais qui l'étaient. Et puis le troisième convoi, qui est un convoi très très intéressant, ce sont les 230 femmes qui sont déportées en janvier 1944, bien connues, grâce à Charlotte Delbo, qui est une d'entre elles. Sur les 230, 120, enfin à peu près la moitié, étaient des résistantes communistes. Beaucoup d'entre elles avaient eu leur conjoint fusillé. C'est le cas par exemple de May Politzer, dont le mari, le philosophe Georges Politzer, avait été fusillé. Et elles avaient, pour beaucoup d'entre elles, des grands noms du communisme. Et notamment celle dont le Parti communiste va faire une sorte de Jeanne d'Arc, qui est Danielle Casanova. Donc dans l'exposition, l'accent était mis sur ces gens, et pas du tout sur les Juifs. Quand nous avons déposé l'exposition, on l'a tout photographié, et on l'a gardé comme une archive, en se disant que les strates d'écriture de l'histoire et de la mémoire, on ne les détruisait pas, mais on les conservait. Donc vous voyez que jusqu'à la fin des années 70, 79, c'est-à-dire vraiment au moment où les choses vont bouger, Auschwitz, c'est la mémoire polonaise et la mémoire antifasciste. Non pas d'ailleurs que les Polonais oublient que leurs Juifs ont été assassinés. Mais chez les Polonais, il y a deux lieux qui sont séparés. Il y a Treblinka, qui est le lieu de l'assassinat des Juifs, et Auschwitz, qui est le lieu du martyre polonais. Donc, ils séparent les deux. Et si on réfléchit 5 minutes, on se dit que si on reste dans les frontières de la Pologne, les Polonais n'ont pas tellement tort. L'essentiel, Alban vous le disait en donnant l'exemple des Juifs d'Auschwitz assassinés à Belzec. Les Juifs polonais ont, pour l'immense majorité d'entre eux, été assassinés pour les Juifs de... Moi, je ne parle pas polonais, alors je ne dis pas Łódź, je dis Lodz. Les Juifs de la région de Lodz et de Lodz ont été assassinés à Brno. Les Juifs de Varsovie et de la région de Varsovie ont été assassinés à Treblinka. Donc, et si on prend le 1 100 000 Juifs assassinés à Auschwitz, ce ne sont pas majoritairement des Juifs de Pologne, ils sont minoritaires sur les Juifs hongrois, et ce sont les Juifs de toute l'Europe. Et c'est ce qui explique la centralité d'Auschwitz dans les mémoires. Donc vous voyez, Auschwitz, ce n'est pas le lieu de la solution finale dans l'opinion publique de ces années-là. Et j'ai envie de dire que les Juifs eux-mêmes, ils ne s'intéressent pas à Auschwitz. Ils n'y vont pas. Il n'y a que des individus qui y vont parce qu'ils ressentent le besoin de voir le lieu où quelqu'un de leur famille a été assassiné. Mais il n'y a pas du tout de mouvement particulier de visite à Auschwitz. D'ailleurs, si vous regardez sur le site du musée, le site du musée d'Auschwitz est assez bien fait, hein, il est en polonais et en anglais, mais il y a notamment plein de statistiques qui sont extrêmement éclairantes. Vous voyez qu'en gros, il y a aux environs de 500 000 visiteurs par an, et vous voyez que dans leur immense majorité, ce sont des visiteurs polonais. Les visiteurs polonais restent encore aujourd'hui la majorité des visiteurs. À quelle heure on arrête ?
À midi et demi, donc largement le temps. Ah bon, d'accord. Donc, la majorité des visiteurs ne sont pas, sont des visiteurs polonais. Quand Jean-Paul II est élu pape, vous vous rappelez, Wojtyła, non, vous vous rappelez pas parce que vous êtes trop jeune, mais vous le savez peut-être, ça a été un séisme l'élection de Wojtyła comme pape. D'abord, c'est la première fois qu'il y avait un pape polonais. Je crois même que c'est la première fois qu'il y avait un pape qui n'était pas italien, depuis très longtemps. Et ensuite, ce pape a été un pape très politique, et un certain nombre de spécialistes du monde de l'Est disent que cette élection de Wojtyła à la papauté a été un des éléments qui va expliquer l'effondrement du communisme. Non seulement il est polonais, mais il est de la région d'Oświęcim. Il a été évêque de Cracovie. Il est né dans une petite ville qui s'appelle Wadowice. Et d'ailleurs, les établissements catholiques qui emmènent leurs élèves à Auschwitz font le Jean-Paul II Tour. C'est-à-dire, non, je le sais parce que j'ai une petite cousine qui était dans un établissement catholique, qui est allée à Auschwitz, qui a dû mendier pour qu'ils aillent quand même à Birkenau. Mais le Jean-Paul II Tour, c'est on va à Cracovie, il y a des mines de sel qui sont des grandes curiosités de la région, 3 étoiles au guide Michelin, à Wielica, où Jean-Paul II a travaillé. Donc on va regarder les mines de sel. Ensuite on va à Wadowice. Et puis ensuite on va se recueillir dans la cellule de Maximilien Kolbe. Et ces tours Jean-Paul II ne vont pas nécessairement à Birkenau. Donc quand il arrive à Auschwitz, ce qu'il y a, j'ai pas la date parce que je pensais que j'allais parler d'autre chose. C'est en 72, 79. En 79, Jean-Paul II arrive à Auschwitz. Il fait d'abord hommage à Auschwitz I, à Maximilien Kolbe. Et ensuite, il est transporté à Birkenau. Et à Birkenau, l'autel pour la messe est dressé dans l'espace qui sépare les 2 crématoires. Il y a une grande croix avec en couronne d'épines des barbelés et avec le numéro de détenu de Maximilien Kolbe et des centaines de milliers de Polonais qui viennent assister à la messe. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas une voix, nulle part, pour s'élever en disant « l'Église catholique est en train de christianiser les martyrs juifs ». Rien. Ça passe inaperçu dans le monde juif. Quelques années après, des malheureuses carmélites s'installent dans un bâtiment dont on va discuter pour savoir s'il est dans le périmètre ou pas, mais finalement il est dans le périmètre. Elles vont s'installer là, elles vont dresser une croix, et ça va incendier les relations judéo-chrétiennes pendant des années, jusqu'au moment où on trouve un compromis. C'est pour vous montrer comment la sensibilité bascule dans ce tournant des années 78, 79, 80. Alors, je vais faire un tout petit retour en arrière sur la mémoire en général. Donc, il y a ce moment d'effraction de la découverte des camps de l'Ouest. Comme l'a expliqué Alban tout à l'heure, les Juifs survivants ne sont pas à l'Est. Les Juifs survivants sont à l'Ouest. Par exemple, Ohrdruf, premier camp dont j'ai parlé, il y a un rapport en mars 1945. Il y a 10 000
détenus à Ohrdruf. Sur ces 10 000 détenus, il y en a 6 000 juifs. En majorité, en immense majorité, des juifs hongrois. Pourquoi ? Je vais quand même donner une explication simple, parce qu'on a écrit beaucoup de bêtises sur ça. On a dit, voilà, il y a ordre d'Himmler de ne pas laisser les détenus tomber aux mains de l'ennemi. Donc on les met sur la route pour les tuer. Si on réfléchit 5 secondes, on se dit, est-ce qu'on a besoin de faire marcher pendant des semaines des gens à pied, de les mettre dans des trains, alors que les nazis, on est en plus sur des chiffres qui sont, par rapport aux nazis, pas des chiffres démesurés. Ils pouvaient très bien les liquider sur place, ce qu'ils ne se sont pas privés de faire ici ou là. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? On a beaucoup de mal ici à comprendre que la guerre, elle ne se termine pas quand Paris est libéré en août 1944, et même pas quand Strasbourg est libéré. La guerre, elle se termine en mai 1945. Et entre le débarquement, la libération de Paris et mai 1945, on se bat. Et le nombre de victimes de ces combats est considérable. Et les Allemands, une partie des Allemands, il faudrait nuancer, jusqu'au bout pensent qu'ils peuvent gagner la guerre. Et pour gagner la guerre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident que les armes doivent être les armes aviation et armes miracles, les V1, V2, V3. Et ils vont faire enterrer toute l'industrie d'armement dans des tunnels dont les plus fameux sont les tunnels de Dora. Mais il n'y a pas que Dora. Par exemple, à Ebensee, commando de Mauthausen, même chose, on creuse des tunnels. Et à Ohrdruf, on creuse des tunnels pour faire un nouveau quartier général pour Hitler, s'il est obligé d'aller plus à l'ouest, si Berlin est prise, et pour enterrer de l'industrie. Or, qui va travailler dans cette industrie ? Les Allemands, ils sont au front. On ne peut plus faire appel à la main-d'œuvre esclave des pays occupés. Il n'y a plus de STO français. On ne peut plus rafler dans la rue les Polonais, les Ukrainiens, les Biélorusses. Donc, la seule main-d'œuvre qui reste, c'est les concentrationnaires. Et ce sont eux qu'on va utiliser dans ces derniers temps de l'effort de guerre allemand, et notamment les Hongrois. Car s'il y a 300 et quelques milliers de Hongrois assassinés, il y a aussi un très grand nombre de Hongrois qui sont épargnés pour aller travailler soit dans l'industrie normale, dans les endroits Juncker, Siemens, enfin toutes ces industries allemandes, soit dans l'industrie qui est au service directement de la SS. Et c'est ce qui explique qu'il y a une marée de juifs hongrois, de hommes et femmes, qui se déversent dans tous les lieux du système concentrationnaire. Si bien que, comme l'a dit Alban tout à l'heure, si à partir de 1942, normalement il n'y avait plus de juifs dans les camps de concentration, en 1945, dans les camps qui sont situés à l'ouest, ceux qui sont libérés par les Américains et par les Britanniques, les Juifs sont généralement majoritaires. Mais leur sort n'est pas distingué. Et si vous regardez attentivement les photos, les films, la photo est très importante. Il ne faut jamais oublier qu'on ne voit des images filmées qu'une fois par semaine quand on va au cinéma. Sauf si on va dans des cinémas, il y a quelques cinémas à New York ou à Paris qui sont spécialisés dans les actualités filmées. Mais il n'y a pas de télé à l'époque. Et le choc, c'est très largement la photo. On ne parle pas des Juifs. Alors j'ai entendu un documentaire très émouvant d'ailleurs, un documentaire radio qui est passé sur France Culture sur les docs. Donc vous pouvez le récupérer à mon avis en podcast.
ils ont monté toutes les archives radio conservées sur le retour des déportés. Il y a notamment un homme qui s'appelle Willy Holt, qui est un ancien d'Auschwitz. Eh bien, dans toute cette série, il y a à peu près 1 heure d'émission, 1 heure et quart d'émission, pas une seule fois n'est évoqué le sort des Juifs. Alors les choses vont changer une première fois avec le procès d'Adolf Eichmann, qui est un événement très important en 1961, parce que le Premier ministre israélien Ben Gourion avait décidé qu'il voulait en faire un Nuremberg du peuple juif. Et c'est le premier événement qui construit le génocide des Juifs comme un événement distinct du reste de la guerre, et le génocide des Juifs comme une criminalité distincte des autres aspects de la criminalité nazie. Pour aller un peu vite, parce que je voudrais qu'on laisse quand même un tout petit peu de place pour une discussion. Donc ça, c'est un événement très important. Et à partir de ce moment-là, on a une sorte de longue montée de cette présence du génocide des Juifs. Et les choses vont vraiment changer à la fin des années 70, et notamment avec la diffusion à la télé américaine et dans toutes les télés du monde d'un feuilleton qui a été beaucoup critiqué, mais il n'est pas si mauvais que ça. Hein. Maintenant, on regrette le temps où on faisait des feuilletons qui étaient mauvais comme ça, parce qu'on fait bien pire, qui est Holocauste. Holocauste, d'abord, ça dote d'un mot, le monde anglo-saxon. C'est pas qu'il n'existait pas avant. Hein. Et à partir de là, l'accent va être mis sur le génocide des Juifs. Et cet événement qui n'existait pas, il n'y avait pas une ligne dans les programmes scolaires, va petit à petit passer de l'extrême périphérie, c'est-à-dire du monde des victimes qui a toujours gardé cette mémoire, au centre, et devenir, dans les analyses des historiens, au cœur même du nazisme. C'est un mouvement de migration. Alors, pour terminer, pour rester un petit peu sur Auschwitz, je vais vous raconter l'histoire de l'exposition française. En 2004, au dîner du CRIF, le Premier ministre de l'époque annonce qu'on va refaire l'exposition française à Auschwitz. Et l'exposition va donc être refaite par un petit groupe. À cette époque-là, travaillait au ministère des Anciens Combattants, à la division de la mémoire, la DMPA, mémoire, patrimoine, archives. Quelqu'un qui s'appelle Paul-René Bazin, qui avait été la directrice de la section du XXe siècle aux Archives nationales, une archiviste. Et elle m'a donc demandé de l'aider, et j'ai fait le scénario de l'exposition. Et c'est très intéressant ce qu'on a fait. D'abord, parce que ça montre bien comment, à la fois, on change les façons de dire l'histoire et on change aussi le contenu. D'abord, cette exposition, elle est devenue l'exposition de la déportation de France à Auschwitz, avec un accent mis non plus sur les résistants déportés à Auschwitz, mais sur ceux qui étaient assassinés. Il a été décidé que ce n'est pas parce que Auschwitz, c'est d'abord le lieu de l'assassinat, qu'il fallait oublier les résistants. Donc, de raconter aussi l'histoire des résistants. Et l'idée, ça a été, qui est l'idée dans l'air du temps, il ne faut pas un génie particulier, ça a été de faire raconter l'histoire par 5 personnes. Alors pourquoi 5 ? Parce que les expositions, et c'est là qu'on est dans l'espèce de folie, elles sont dans des pavillons qui ont été affectés à tel ou tel pays, et ils n'ont pas le droit de changer. Il faut que laisser
l'architecture du pavillon en l'état. Ce qui est stupide parce qu'entre le moment où on les a réaménagés pour faire des expositions, l'état a changé en permanence. Et comme disait Alban, en plus, ça a été un chantier permanent, y compris à Auschwitz I, donc on a modifié les bâtiments les uns après les autres. Mais c'était comme ça. Donc, espace très contraint, des petites pièces et seulement quelques centaines de mètres carrés. Et nous avons réfléchi en termes de temps. Le temps, on s'est dit, voilà, quelqu'un qui visite Auschwitz, il peut consacrer 20 à 25 minutes au pavillon français, pas plus. Qu'est-ce qu'on veut que les gens voient en 20-25 minutes? Problème de pédagogie. Et on a choisi 5 personnages. Et on ne les a pas choisis au hasard, bien sûr. On a choisi chaque personnage comme représentant une catégorie de déportés. Alors, on a choisi un Français qui se souvenait à peine qu'il était juif, qui s'appelle Pierre Masse. Pierre Masse, sénateur, homme politique, centre droit. C'est lui qui a écrit cette lettre à Pétain. Est-ce que je dois retirer la Légion d'honneur à mon aïeul qui a accompagné Napoléon à Sainte-Hélène? Est-ce que je dois déterrer pour retirer la Légion d'honneur à mon grand-père mort en 14-18? Donc un Français désigné comme juif par la législation de l'occupant allemand et de Vichy. Et dans le cas de Pierre Masse, qui était avocat homme politique, Vichy a fait des efforts pour le sortir de Drancy, mais c'était les Allemands qui décidaient, et ils l'ont envoyé à Auschwitz. Et, j'ose pas dire, il n'était pas jeune, il devait avoir une cinquantaine d'années, mais pour Auschwitz, c'est pas jeune, et il a été assassiné tout de suite. Donc on l'a pris pour faire comprendre qu'est-ce que ça signifiait pour les nazis être juif. Et ça, c'est quelque chose à quoi, en tant que prof, vous devez bien réfléchir. Parce que ça fait partie des choses les plus compliquées à expliquer aux élèves. Que les gens ne sont pas de confession juive, c'est pas vrai. À l'époque, très peu de gens ont une pratique religieuse. Et que même aujourd'hui où il y a un retour à la pratique religieuse, les gens qui se sentent juifs ne sont pas forcément des gens qui pratiquent. Donc il faut bien expliquer que ce n'est pas des gens qui sont juifs, mais des gens qu'on a désignés comme juifs pour les extraire de la communauté nationale dans lesquelles ils étaient totalement fondus. C'est le cas de Pierre Masse. Donc ça a été un des choix. Le deuxième choix, ça a été de prendre une famille d'immigrés, la famille Besnos. Alors c'était un peu un choix parce que c'était la famille de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Henri Borland, que vous avez aussi vu beaucoup à la télé, je pense, qui a écrit ses souvenirs. Donc c'était un peu pour l'honorer en mettant sa famille. Donc une famille d'immigrés. On a choisi un résistant des FTP-MOI qui avait eu la chance, entre guillemets, de ne pas être fusillé comme ses copains de l'affiche rouge, et qui s'appelait Jean Lamberger, mais qui a été déporté, donc qui a survécu. Donc on voulait qu'il y ait un juif résistant. On a choisi un des enfants d'Isieux, de la colonie scolaire d'Isieux. Et on l'a choisi d'abord pour représenter les 15 000 enfants juifs de France assassinés, mais pas seulement. Parce que les enfants d'Isieux, c'était une catégorie particulière qui n'était pas des immigrés, comme la famille d'Henri Borland, c'est-à-dire pas des gens qui étaient venus pour s'installer en France, mais qui étaient des réfugiés, c'est-à-dire des gens venus d'Allemagne, de Bohême, d'Autriche, donc des familles de réfugiés, et c'est pas exactement la même chose quand on réfléchit. Et puis, pour représenter les résistants non juifs,
On a choisi Charlotte Delbo pour deux raisons. Un, c'était bien de rendre hommage à une écrivaine. Et deux, c'était une femme et qu'on voulait aussi représenter les hommes et les femmes. Et ensuite, on s'est posé le problème que pose toute muséographie de la... Oui, alors vous avez ces 5 personnages et on suit leur histoire. Et quand ils meurent, leur histoire s'arrête. Mais, et on retombe ce problème que soulevait Alban et qui est un problème quasiment insoluble, qui est que si Auschwitz a la place qui est la sienne, c'est pas parce que vous avez eu quelques milliers de survivants qui viennent raconter, dans les classes notamment, l'histoire de leur survie. C'est parce qu'il y a 1 million de morts. Comment fait-on pour raconter la mort alors qu'il n'y a rien à raconter? C'est-à-dire les trains s'arrêtent, on décharge, on emmène à la chambre à gaz, on détruit les corps. Il n'y a pas de récit de ça. C'est typiquement le genre de choses. Il n'y a pas de temps. Quand les gens sont tués instantanément, il n'y a pas de temps. Donc il n'y a pas de récit. Donc il n'y a pas d'histoire. Et ça, c'est un problème. On l'a réglé de la façon suivante, en faisant des panneaux avec chacun des convois et en indiquant pour chacun des convois combien de personnes étaient rentrées dans le camp et combien, à la fin, de personnes avaient survécu. Alors vous voyez comment, à travers cet exemple, on voit comment les choses ont bougé et comment de lieux qui étaient uniquement un lieu de mémoire, moi c'est pas à Birkenau que ça sonne, de mémoire polonaise et de mémoire antifasciste, on est passé à un lieu qui est celui du génocide. Et c'est ce qui explique que depuis 2005 surtout, le nombre de visiteurs à Auschwitz n'a cessé de monter pour atteindre à peu près 1,5 million par an, ce qui est considérable. Et ce nombre de visiteurs n'a pas d'équivalent dans les autres camps. Ça n'a pas monté à Buchenwald, à Dachau, à Mauthausen. C'est vraiment spécifiquement à Auschwitz. Des visiteurs qui viennent du monde entier, un nombre assez important qui vient d'Asie, Japon ou Corée du Sud. Voilà. Je vais arrêter là et pour qu'il y ait un petit temps de discussion. Merci beaucoup Annette pour cette présentation très riche. Et toutes les mémoires que tu as évoquées, sauf sans doute la mémoire communiste, continuent à vivre sur le site d'Auschwitz, le site de Birkenau en particulier. Au fur et à mesure des différents voyages d'élèves et de professeurs que nous organisons sur place, il nous a été donné à plusieurs reprises, par exemple, d'assister à un chemin de croix à Birkenau. C'était en accompagnant un groupe de professeurs de l'Académie de Lyon, alors avec donc le chemin de croix, voilà. Donc, et puis et près du crématoire 3, le groupe s'est approché, s'est retrouvé là en même temps que nous, et donc quelques lignes historiques sur qu'est-ce que c'était que ces ruines. Station 7, Jésus tombe pour la 2e fois, un commentaire d'un prêtre, un chant et tout un commentaire sur la culture de mort aujourd'hui. Alors quand un prêtre polonais parle de la culture de mort, c'est-à-dire qu'il se sert des ruines d'Auschwitz pour dénoncer l'euthanasie et l'avortement. Moi, j'ai pas trouvé que c'était du meilleur goût, mais il y a des usages politiques comme ça du site d'Auschwitz. Et avant d'oublier, donc on était avec des professeurs à l'Académie de Rouen samedi matin à Birkenau, donc avec Tal. Et avant de repartir, donc on s'est arrêté brièvement avec les enseignants donc devant le monument international dont tu décrivais l'histoire et la forme tout à l'heure. Or, derrière le monument, donc il y a ces grandes hampes avec les drapeaux qui sont disposés pour les cérémonies.
Et donc c'était la signalétique habituelle du musée d'Auschwitz, avec des rayures reprenant la tenue rayée des prisonniers du camp. Et traditionnellement, sur ce drapeau, il y avait le triangle rouge des politiques. Et là, à la grande surprise des guides qui étaient avec nous d'ailleurs, qui ne comprenaient pas tellement pourquoi, le triangle rouge a été enlevé. Voilà. Le triangle rouge a été enlevé pour les cérémonies 70e. Et ce qui va t'intéresser sans doute également, c'est que dans Auschwitz, 60 ans après, tu décris que sous la partie principale du monument, qui est cette espèce de forme de cheminée au sommet de laquelle donc, se trouvent ces quatre pierres qui ne sont pas dans la même pierre que le reste du monument, pour la raison que tu as évoquée, se trouvait un texte que tu as traduit dans Auschwitz 60 ans après, indiquant qu'on décerne la croix de Grunewald première classe à tous les antifascistes morts pour la dignité et la fraternité des peuples à Auschwitz. Eh bien, cette inscription a été burinée. Sauvagement. C'est comme on disait dans l'Antiquité, c'est la damnation de la mémoire. Comme en Égypte. Donc, et ça a été donc vraiment, il y a les marques du marteau et du burin sur cette pierre. Et visiblement, les guides nous ont dit que c'était une instruction qui avait été donnée par le directeur du musée peu avant les cérémonies. Voilà, c'est Sievinski qui a ordonné qu'on burine cette inscription qui datait de 1967, d'avril 1967, et qui décernait la croix de Grunewald, c'est-à-dire comme si on décernait la croix de Marignan à des Français, quoi. Enfin, Grunewald, c'est la grande bataille. Voilà. Et, donc il y a toujours cette évolution sur le site de la mémoire. Mais dans les années 80, il y a eu un anthropologue britannique qui s'appelait Jonathan Weber, qui est toujours en vie d'ailleurs, qui a commencé à faire de l'anthropologie sur le site. Il a passé 3 semaines à regarder ce qui se passait. Donc dans ces années-là, c'était pas 1,5 million. Alors on voyait les gens avec un cornet de glace qui se promenaient en short à Auschwitz. On voyait à Birkenau les paysans qui faisaient les foins, les mômes qui jouaient au football. Donc brusquement, son travail montrait que finalement, on ne savait rien de ce qui se passait. Et moi, je regrette qu'on fasse pas, qu'on continue pas à faire ce travail-là, de voir, bon là, il y a des usages politiques, mais il y a aussi toute la zozoterie humaine. Une des fois où j'y étais, il y avait, donc on nous avait viré de notre hôtel. J'étais pour un tournage d'une plateforme, d'une plateforme pédagogique qui n'a pas encore vu le jour. On nous a viré donc de l'hôtel où on était parce qu'ils accueillaient un groupe qu'ils appelaient œcuménique. Juifs, chrétiens, bouddhistes, qui faisaient une semaine de prière pour la paix, tout le monde ensemble sur la rampe. Donc vous voyez toutes les pratiques religieuses américaines, c'est un groupe d'Américains, où on vous mélange allègrement judaïsme, bouddhisme, ça, voilà. Et il y a sans arrêt, c'est comme un happening permanent en fait. Et on va encore parler de la marche des vivants. Bon. Bon, j'y suis retourné beaucoup de fois pour différentes choses, mais quand on a fait le pavillon, où on a négocié, c'était encore le vieux communiste qui était directeur, donc tout était négociation avec la direction du musée. C'est l'année où les Israéliens ont décidé de faire survoler par des avions de guerre le site. Sur le truc, plus jamais ça, s'il y avait eu Israël, ça ne serait pas passé comme ça. Donc c'était interdit, ils ont violé l'espace aérien au-dessus d'Auschwitz. Donc ça a fait du sprung pendant 24 heures. Voilà, donc il y a des usages multiples. Et c'est vrai que quelqu'un qui passerait une année à Auschwitz, ça pourrait être quand même très très intéressant, quoi. Pas moi. Non, moi non plus. Mais on a un petit peu ça, peut-être que cet après-midi, Antoine Germain en parlera dans le film Et puis les touristes, où il y a ce jeune volontaire du service civil allemand qui se retrouve un an à Auschwitz, qui se fait humilier en permanence par le vieux rescapé polonais. Qui est Kazimierz Smoleń, celui qui est mort le 27 janvier 2012.
Qu'il remercie d'ailleurs dans le là où film. le cinéma justement est très intéressant pour illustrer ces questions mémorielles, c'est que dans ce film-là, et puis les touristes, on voit quasiment pas Birkenau, c'est centré sur le musée, les activités du musée et la mémoire de ce Jean comme Kazimierz Molen, et sauf à un moment, avec une polonaise, il longe à vélo la clôture de Birkenau, mais il ne rentre jamais dans Birkenau. Mais dans un autre film fait à peu près au même moment, La petite prairie au boulot, par Marcelina Rido-Ivens, on est exclusivement à Birkenau, sauf au moment où elle va manger à la cafétéria à l'entrée du camp d'Auschwitz. Ce qui montre aussi qu'il y a, voilà, il y a Alors à la décharge de Thalem, là, celui qui a fait le film, il y a beaucoup d'années, il y a une équipe de réalisateurs qui a laissé à Birkenau le décor de la chambre à gaz qu'ils avaient utilisé. Et à partir de ce moment-là, il a été interdit de filmer de la fiction à Auschwitz-Birkenau. Donc, Thalem n'a pas eu l'autorisation. C'est celui qui a fait, qui était en fait un film de fiction, mais autobiographique. Il a fait vraiment son service civil là. Il n'a pas eu des autorisations de filmer. Donc, il n'a filmé que en décor. Il a reconstitué et un peu en extérieur alors que Marceline Loridan, que vous avez beaucoup entendu aussi, ou vu. Elle est venue à Dijon, d'accord. Présenter son film aux élèves. La petite prairie. Voilà. D'accord. Elle a eu toutes les autorisations parce que c'était une ancienne. Donc avant les années 90, on pouvait filmer sans problème, il y a eu plein de fictions. Quand elle dit « je suis la seule à avoir eu l'autorisation de... » Ça, c'est pas vrai. Il y a plein de films de fiction qui ont été tournés, dont La dernière étape de Wanda Jakubowska, La passagère de Munk. Enfin, il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés à Birkenau. Puis après, c'est devenu interdit. Et qui l'a interdit? Le musée. C'est le musée. Oui. Mais... il y a une gestion très difficile. C'est-à-dire que... vous ne pouvez pas laisser ce lieu être constamment, avec des décors de cinéma, avec des... Voilà, donc je leur donne plutôt d'accord, je leur donne plutôt raison d'avoir fait ça. Moi j'ai une question sur le tourisme, comment il s'est développé, parce que c'est vrai que ce que vous disiez sur l'augmentation permanente du nombre de touristes, ça me rappelait un passage de Louis Bouillard, qui est pourtant assez ancien, parce qu'il date de 57, il est toujours assez bon. Déjà, il parle des touristes qui se font photographier devant le planétorium. Et par contre, on ne sait pas effectivement si c'est Auschwitz ou autre, parce que c'est le film le plus général. Et donc, c'est une question sur le développement du tourisme. En plus, avec, j'imagine, la question d'aller en Pologne dans les années 50, et c'est pour ça que je repense à ça. Alors, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir envie d'aller à Auschwitz. Il y a une journaliste qui me racontait qu'elle y est allée là pour la commémoration et elle a décidé de faire une visite normale dans un groupe. Donc il y a des gens dans le groupe. Elle commence, donc c'était en janvier là. Elle commence à parler et elle leur demande pourquoi ils sont venus et ils leur racontent: ah, c'est le cadeau de Noël de nos enfants. Nos enfants nous ont offert ça pour Noël. Parce qu'ils sont allés, ils ont trouvé que c'était très bien, donc ils ont décidé de nous offrir le voyage. Bon, quand on vous raconte ça, vous restez un peu rêveur. C'est-à-dire que vous n'auriez pas l'idée d'offrir à vos parents pour Noël un voyage à Auschwitz. Bon, alors il y a 1000 raisons d'aller à Auschwitz. Alors, moi ce qui me frappe toujours chez les journalistes, parce qu'il y a une sorte de marronnier qui est périodiquement un journaliste qui s'indigne, on arrive à Auschwitz, il y a les cadres, il y a le touriste, il y a le machin, bon. Chacun pense que lui, il a des bonnes raisons pour y aller, mais que les raisons du voisin ne sont pas bonnes. Alors, soit il fallait raser, et c'était possible, en tout cas Birkenau, soit à partir du moment où on a fait le choix de muséographier, eh bien, les gens y vont. Et si vous avez des flux d'1 500 000 personnes, vous ne pouvez pas empêcher qu'il faut qu'il y ait des endroits pour aller faire pipi, qu'il faut qu'il y ait des endroits où les gens puissent se nourrir. Et il y a un tourisme qui est lié au camp. Mais
moi je trouve que malgré tout, dans le camp lui-même, les choses restent dignes. Vous avez des petits kiosques où vous pouvez acheter des cartes postales, quelques livres, notamment la production de livres du musée d'Auschwitz, et peut-être, je sais pas, de l'eau, du coca, mais on n'est pas dans, on n'a pas le sentiment que les marchands du temple ont débarqué. Hein. Et ça reste quand même un... Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Je ne vois pas comment on peut faire autrement, même si, effectivement, c'est très choquant. D'autres questions? Je voudrais revenir sur l'impossibilité de montrer le moment de la mort, monsieur Alban Perrin en a parlé et vous en avez un petit peu parlé. Il y a malgré tout une série de photos qui avait été montrée par Didier Huberman, qui a été polémiquée un peu entre Lanzmann et Didier Huberman à la fin du livre de Didier Huberman d'Ouvrir les images. Images malgré tout. Ou Images malgré tout, mais c'est ça. Et où il y a 4 photos, je crois qu'elles sont 4, qui montrent, parce que ça a été pris par des Sonderkommando à l'insu des Allemands, qui montrent ce qui se passait à l'intérieur des fours et à l'intérieur de ces endroits. Alors, je voudrais savoir ce que alors, ce que j'en pense, c'est que, alors, il y a eu par le passé un débat sur la question des images et sur la question de la présence ou de l'absence d'images. Claude Lanzmann disant « il n'y a pas d'images qui ont été prises de ce qui se passait dans les chambres à gaz » et rajoutant « si j'en avais trouvé, je les aurais détruites ». Oui. Ce à quoi... Alors la polémique, elle a été terrible, elle a dépassé tout ce que la raison devrait autoriser comme polémique, parce que Didier Huberman a été traité de fétichiste, de pervers, des choses qui ne devraient pas avoir lieu, mais ça a lieu. Bon. La réponse de Didier Huberman, c'est dire... D'ailleurs, ce n'est pas la réponse de Didier Huberman, c'est d'abord la réponse. Il y a une grande exposition de photos sur les photos des camps, avec un très beau catalogue qui a eu lieu à l'hôtel de Sully il y a je ne sais pas combien d'années, un certain nombre d'années. Et c'est là que Clément Chéroux, qui est le commissaire de l'exposition, dit « Lanzmann dit qu'il n'y a pas d'image, regardez, il y a 4 images. » Ces 4 images, elles sont connues depuis toujours. Elles ont été dans toutes les expositions, elles sont dans Nuit et brouillard, elles sont connues. Ce sont des images prises de l'intérieur de la chambre à gaz, mais ce ne sont pas des images de l'intérieur de la chambre à gaz. C'est-à-dire que ce sont des... Voilà, on voit les gens. Bon, maintenant, la question de saisir ce moment où l'on passe de la vie à la mort, comme de se représenter sa propre mort, ça reste un des mystères. Et puis la question qui se pose aussi, c'est qu'est-ce que l'on a le droit de photographier, de montrer aussi. Moi je me souviens, donc les plus âgés s'en souviennent probablement, il y a, je sais pas, 15 ou 20 ans, il y a eu un tremblement de terre à Mexico. Et il y a eu une petite fille, voilà. Et on a commencé à filmer cette petite fille. Et le débat a été, est-ce qu'on a le droit de filmer la mort? Mais on ne filme jamais la mort, on filme le dernier moment où la personne est vivante et le moment où la personne est morte. Filmer la mort, ça n'existe pas. Donc le problème, les 4 photos très connues, mais je crois même qu'Alban qui est en train de partir, hein, je crois même qu'Alban a traduit un
les mémoires de celui qui les a filmés, qui devrait paraître un jour ou l'autre. Voilà. Donc c'est une histoire qui est très, très connue. Et c'est effectivement un témoignage, oui. Merci. Oui. Et, si on n'a pas d'image de ce qui se passe à l'intérieur, on a, il me semble, pas mal d'images de la Shoah par balle. On voit ces personnes qui sont alignées, une salve de fusil. Alors, notre petite équipe, on n'est pas fanatique de l'expression la Shoah par balle. Hein, bon, alors, je vous explique pourquoi. Après, je réponds à votre question. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on dit la Shoah par balle, on isole une méthode pour tuer. Donc il faudrait dire au ghetto de Varsovie, on a la Shoah par famine, à Auschwitz, on a la Shoah par gaz. Voilà, bon. Donc c'est une expression qui retire en plus l'unité d'un événement. C'est à l'unité, voilà. Donc c'est pour ça que, alors de temps en temps, on devient paresseux, nous aussi, et puis on l'utilise. Alors effectivement, là, il y a eu des photos qui ont été prises. Il y a eu des photos qui ont été prises des massacres de masse qui ont été perpétrés par les Einsatzgruppen en Russie, absolument. Absolument. Mais comme il y a d'ailleurs des photos de massacres, il y a des photos des massacres de Nankin, il y a même des films des massacres de Nankin. Donc on peut photographier un massacre, absolument. Mais ça n'ôte pas cette question de ce moment de la mort. On photographie les fusillades, on photographie les charniers, mais pas le moment où les gens meurent. Dis-moi, tu as traduit Warszawski. Comment Feigelberg. Oui. Il faut que je m'y remette là pour les alors il faut un peu attendre qu'il ait fini de traduire sur les photos. Voilà, mais l'année prochaine peut-être. Voilà. Alors j'ai souvenir lointain quand j'ai visité Majdanek d'être passé d'abord par une salle de projection dans laquelle vous avez monté des films de libération du camp. Et donc on voit les photos des charniers. Est-ce qu'à Auschwitz, il y a un passage par l'image avant d'entrer dans le camp, un passage c'est pas obligatoire. Est-ce que c'est organisé de cette manière-là? Parce qu'on peut rentrer librement dans le camp. Moi j'ai fait un organisé, j'étais scolaire, donc je suis passée par cette salle de cinéma. Est-ce qu'à Auschwitz, c'est organisé? C'était comme ça. Pendant des années, ça a été exactement pareil à Auschwitz. Il y a le film qu'ils ont tourné en bidouillant autant qu'ils pouvaient les images, en refaisant jouer des déportés par des paysans polonais ou par... et c'est ce film-là qui s'appelait La libération d'Auschwitz, qui était donc le film soviétique fait à partir de bouts de films de nature différente, pris à des moments différents, qui étaient montrés de façon quasi obligatoire. On commençait comme ça. Maintenant, non. 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 Comment ? Dans tous les camps de Pologne et d'Allemagne, il y a plus... Ben, vous ne pouvez pas dire les camps de Pologne et d'Allemagne, parce que l'Allemagne, il y avait Dachau qui était à l'ouest, et il y avait les camps communistes, donc je ne sais pas, Brunwald, s'il y avait ça. Je ne sais pas. Mais votre remarque est très intéressante. Hein. Ça veut dire que avant même de vous faire voir, ils vous font montrer quelque chose qui appartient quand même aussi à de la propagande.